Il y a dans votre cuisine une bouteille qui imperméabilise le bois pour toujours. Elle coûte 2 $. Elle fait ça depuis 3000 ans, et si aucune marque de protection du bois ne vous en a jamais parlé, la raison est simple. Impossible d'en recommander chaque printemps. Impossible d'y coller un contrat d'entretien. Impossible de bâtir une industrie de 36 milliards de dollars sur un produit qui marche une fois, puis pour toujours. Alors, ils n'en ont jamais parlé. Et voici la partie qui devrait vous faire écouter. L'ingrédient n'a rien de rare ni de spécialisé. Il est là, au rayon de votre supermarché. Vous l'avez peut-être déjà. Vous l'avez sans doute utilisé en cuisine ou vu 100 fois en rayon sans jamais vous demander ce qu'il fait au bois. Restez avec moi. Parce que ce que l'industrie du traitement du bois a décidé de ne plus évoquer en 1978, et ce que les grandes marques de Silan ont passé des décennies à faire oublier à votre artisan, c'est justement ce qu'on n'a jamais dit, même à la plupart des pros. Le marché des produits de protection du bois aux États-Unis pèse 36 milliards de dollars par an. Ce chiffre, à lui seul, n'a rien d'étonnant. Ce qu'il est, c'est le détail enfoui dans leur propre fiche technique. Chaque saturateur haut de gamme pour terrasse, chaque traitement de marque, chaque produit 2 en 1 teinte et protection dans votre magasin de bricolage, tous sont donnés pour 1 à 3 ans avant de devoir acheter. 1 à 3 ans. Puis la finition craque, puis elle pèle, puis un autre bidon finit dans votre chariot. Le propriétaire moyen dépense plus de 200 $ par an juste pour garder son bois extérieur protégé en apparence. 200 $ qu'on remet chaque printemps. 200 $ qui, sur 10 ans, s'accumulent jusqu'à quelque chose qui devrait vous mettre en colère. Ils ne l'ont pas conçu pour échouer parce que la chimie les y oblige. Ils l'ont conçu pour échouer parce que l'alternative, c'est un produit qu'on achète une fois et qu'on ne retouche jamais. Un produit qu'on achète une fois et qu'on ne retouche jamais, ce n'est pas une rente. C'est une fin de business. On ne peut pas vous vendre un abonnement sur une huile de cuisine. On ne peut pas facturer une bouteille à 2 $ qui traite une terrasse entière. On ne peut pas bâtir 36 milliards sur une réponse posée dans votre placard bien avant l'existence de ces entreprises. Votre magasin de bricolage ne vous l'a jamais dit, ni dans un dépliant, ni sur l'étiquette du produit, juste à côté. Jamais. Pas une fois. Ce silence n'est pas un oubli. Ce silence, c'est le modèle économique. La science derrière l'efficacité de ce produit est encore plus gênante pour eux que l'histoire de la façon dont ils l'ont enterré. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je ne vais pas vous vendre ça comme une invention récente. Les anciens Égyptiens imperméabilisaient déjà leurs bateaux en bois avec des huiles végétales avant même l'Empire romain. Les coques qui transportèrent le grain sur le Nil ont tenu décennie après décennie au contact de l'eau grâce à un procédé qui ne demandait rien de plus que ce qui poussait autour d'eux. Et vers l'an 800, les constructeurs vikings de Scandinavie enduisaient les coques et les planches intérieures de leurs dracars d'huile de lin avant d'affronter des mers assez froides pour détruire du bois non traité en un seul hiver. Ces navires ne pourrissaient pas. Ils tenaient dans des conditions qui auraient ramené un Cialan moderne au bois nu. En 1878, un chimiste allemand nommé Karl Engler étudiait l'oxydation des huiles végétales. Pas le traitement du bois, juste la chimie des huiles, lorsqu'il a consigné quelque chose que l'industrie des protections pour bois aurait préféré laisser dormir dans une revue scientifique. Il a montré que l'huile de lin ne se contente pas de recouvrir le bois comme une peinture. Elle entre dans le bois, elle descend par les canaux entre les fibres, puis elle durcit, définitivement, en une matrice solide que l'eau ne peut tout simplement pas traverser. Pas hydrofuge, l'eau ne trouve aucun passage. La raison était quelque chose que vous avez déjà vu aujourd'hui. Restez avec moi, je vais vous montrer exactement où. Vous avez eu ça sous les yeux toute votre vie sans faire le lien. Vous savez comme une poêle en fonte devient de plus en plus antiadhésive à force de cuisiner pendant des années ? C'est l'huile que la chaleur et la pression forcent dans les pores du métal, puis qui durcit en couche permanente. La surface n'est pas juste recouverte, elle est transformée. Même idée, même chimie sur un autre matériau. Vous savez comme une vieille planche à découper en bois, huilée pendant des années, finit presque par sembler plastique sous la main. C'est l'huile qui a pénétré les fibres du bois et s'y est solidifiée. Le bois n'a pas reçu un revêtement. Le bois est devenu plus dense. L'huile de lin fait ça plus vite, et définitivement. Et c'est là que ça mérite vraiment qu'on s'arrête. Quand c'est bien fait, vous ne posez pas une barrière sur le bois. Vous changez sa matière dans les vides internes. L'eau n'a plus où aller parce que ce par quoi elle passait avant est déjà plein. Il n'y a aucune couche en surface pour craquer, peler, cloquer au soleil ou devoir être refaite tous les 18 mois. Voilà la différence entre un silant qui reste en surface et un traitement qui devient le bois lui-même. La plupart des gens ratent dès la toute première étape. Pas le type d'huile, pas la façon de l'appliquer. Une décision prise avant même d'ouvrir la bouteille. C'est ce qui fait la différence entre un traitement qui tient 30 ans et un autre qui poisse, jaunit et laisse le bois pire qu'à nu. Cette décision vient juste après cette liste. Voilà ce qu'il vous faut.
Je vais être franc sur chaque chiffre. Huile de lin crue. On en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage pour environ 2 $ la petite boîte. Assez pour traiter un banc d'extérieur standard ou une petite table avec de quoi faire plusieurs couches. Si vous voulez une option alimentaire pour tout ce qui touche des ustensiles de cuisine ou des meubles d'enfants, prenez de l'huile de lin au supermarché pour le même prix. Même molécule, étiquette différente. C'est le seul ingrédient. Tout le reste, vous l'avez déjà. Un chiffon propre en coton, pas d'essuie-tout, ça se délite et ça laisse des fibres dans la finition. Un vieux t-shirt en coton découpé en morceaux, c'est parfait. Une brosse en poil naturel si vous travaillez sur des surfaces sculptées ou des coins serrés, mais sur du bois plat, la main et un chiffon vont plus vite. Des gants en nitrile, parce que l'huile de lin teinte la peau d'un léger ton ambré pendant un jour ou deux, et chez certains, le contact prolongé irrite un peu. Il vous faudra aussi un bocal d'eau pour le test de fin. Pas pour mesurer quoi que ce soit, pas pour mélanger quoi que ce soit, juste pour verser 3 gouttes sur la surface finie et confirmer que le traitement a marché. Vous verrez le résultat en 4 secondes environ. C'est vraiment tout. Voilà l'erreur que font la plupart des gens. Ils mettent trop d'huile d'un coup. Ça paraît contre-intuitif. L'instinct dit que plus d'huile égale plus de protection, mais des couches épaisses d'huile de lin ne pénètrent pas le bois. Elles restent en surface. Et l'huile qui reste en surface ne durcit pas dans les fibres. Elle s'oxyde dessus, forme un film collant, attrape la poussière, finit par sentir légèrement le rance après quelques semaines, et devient vraiment difficile à enlever une fois durcie dans le mauvais état. On se retrouve avec une surface collante, jaunie, plus compliquée à rattraper que du bois brut. La règle pour tout ce procédé, c'est fin, plus fin que ce qui semble logique. Vous devriez presque avoir l'impression de ne presque rien mettre. Étape 1, nettoyez le bois à fond. Pas un coup de chiffon sec vite fait. Toute trace de poussière, d'ancienne finition, de graisse et de saleté de surface doit disparaître. Préparez-le comme un mur avant peinture. Au moindre obstacle entre l'huile et le bois brut, l'huile ne peut pas pénétrer. Une brosse dure, de l'eau chaude savonneuse et une vraie pression. Laissez sécher complètement, pas presque sec, complètement. Passez la main nue sur la surface. Si une zone paraît fraîche au toucher, il reste encore de l'humidité dans le bois. Attendez. C'est l'étape que tout le monde bâcle et c'est la raison numéro 1 des mauvais résultats. Étape 2, versez une petite quantité d'huile de lin sur votre chiffon. Pensez à une éponge humide bien essorée. C'est ce niveau-là. Le chiffon doit être humide, pas dégoulinant. Si l'huile coule sur la surface dès que le chiffon la touche, il y en a trop. Étape 3. Faites entrer l'huile dans le bois dans le sens du fil. Suivez les lignes visibles dans le bois. Pas en travers, pas en cercle. Le fil vous montre les canaux qui traversent le bois. C'est par là que l'huile doit passer. Appuyez en déplaçant lentement le chiffon sur la surface. Vous n'essuyez pas l'extérieur. Vous poussez l'huile vers l'intérieur. Vous verrez certaines zones foncer très vite. Elles étaient sèches, assoiffées et absorbent l'huile à grande vitesse. C'est normal. C'est précisément là qu'il en fallait le plus. Ce qui vient ensuite, c'est l'étape que la plupart des gens sautent. C'est la seule qui rend tout le reste durable. Soyez très attentifs. Étape 4. Réglez un minuteur sur 15 minutes. Quand il sonne, prenez un chiffon propre et sec et essuyez toute trace d'huile encore visible en surface. Chaque zone brillante. Chaque endroit qui a l'air mouillé. Tout ce qui n'a pas déjà été totalement absorbé par le bois doit partir maintenant. C'est l'étape qui fait la différence entre un résultat durable et un désastre collant. Passez le chiffon sec en longs gestes sur toute la surface. Continuez jusqu'à ce que le bois semble sec au toucher. Pas glissant, pas humide, sec. En cas de doute, essuyez encore. L'huile déjà entrée dans le bois y est pour de bon. Celle qui reste dessus, c'est le problème. Étape 5. Laissez tranquille pendant 24 heures. Pas en plein soleil, à un endroit à l'ombre, avec un peu d'air. Pendant ce temps, l'huile continue d'avancer dans le bois et la polymérisation se fait dans les fibres. La chaleur accélère la réaction, mais elle fluidifie aussi l'huile et la fait bouger trop vite, ce qui provoque un durcissement irrégulier. Température ambiante, air calme, une journée entière. Ce n'est pas du temps mort. C'est le travail qui se fait, là où vous ne le voyez pas. Étape 6. Appliquez une deuxième couche fine. Exactement le même procédé, même application, même essuyage après 15 minutes, même attente de 24 heures. Vous n'êtes pas en train d'empiler des couches. Vous donnez juste à chaque fibre que la première couche n'a pas atteint une deuxième chance. 2 couches suffisent pour la plupart des bois. 3 pour tout ce qui restera dans l'eau stagnante ou prendra la météo de plein fouet. Pieds de mobilier extérieur, poteaux de clôture au ras du sol, lame de terrasse près d'un robinet d'arrosage. Chaque couche pénètre un peu plus que la précédente, parce que les canaux sont déjà ouverts et tièdes, grâce au traitement d'avant. La troisième fait ce que les 2 premières ne pouvaient pas faire. Maintenant, le test.
Déposez 3 petites gouttes d'eau sur la surface traitée. Si l'eau perle aussitôt en billes bien rondes, hautes, nettes, qui gardent clairement leur forme, l'huile a polymérisé et le traitement est terminé. Si l'eau s'étale et pénètre, en laissant une tache sombre et humide, attendez encore un jour, puis refaites le test. Certaines zones auront peut-être besoin d'une 3e couche. C'est normal sur un bois très sec ou très poreux. 3 gouttes d'eau. En 4 secondes, ce test vous dit tout. Maintenant, regardez ce que ça coûte à grande échelle. Une petite boîte d'huile de lin crue, $2, traite une surface à peu près de la taille d'une porte standard. Des 2 côtés. Ça fait environ 30 pieds carrés de bois. Une terrasse de jardin standard fait autour de 200 pieds carrés. Ça fait $6. $6 d'huile de lin pour traiter une terrasse entière. Aujourd'hui, le propriétaire moyen paie entre 60 et 120 $ par traitement de terrasse pour des produits d'étanchéité de marque achetés en magasin de bricolage, plus la main-d'œuvre s'il fait appel à quelqu'un. 60 à 120 $ tous les ans, aussi longtemps qu'il garde la maison. L'huile de lin n'a pas besoin d'être réappliquée tous les ans. Une fois le bois saturé à fond pendant la première saison de traitement, la protection devient structurelle. Elle fait partie du bois. Vous mettrez peut-être une couche d'entretien tous les 3 à 5 ans sur un bois exposé à un climat direct et rude, $1 tous les quelques ans contre 100 $ à chaque printemps. Sur 10 ans, ça représente environ 1000 $ d'économie sur une seule terrasse. Une seule. Maintenant, imaginez un quartier. 10 maisons dans une rue, chacune avec une terrasse, une clôture, du mobilier extérieur, des bacs potagers en bois. Chaque foyer paie le prix du marché chaque printemps, et chacun obtient un résultat qui commence à craqueler exactement quand il faut. Vers le 18e mois, juste quand la garantie du produit expire, juste quand il devient nécessaire d'en racheter. Ce même quartier, s'il traite le bois à l'huile de lin, dépense au total environ 60 $ la première année. Pas par foyer. Pour les 10 réunis. Pas de factures qui reviennent chaque printemps. Pas d'appel à un artisan quand la finition de la terrasse boursoufle au 2e été. Pas d'aller-retour au magasin de bricolage avec un pot à la main pour retrouver une teinte qui n'a plus rien à voir avec celle du départ. Le bois tient, parce que le bois a changé. Il y a un cas où ça marche moins bien, et vous devez le connaître avant de l'utiliser. L'huile de lin fonce la couleur naturelle du bois. Le pin devient plus riche, le cèdre plus sombre. Si vous travaillez sur du bois peint, ou sur un bois qui doit garder une teinte précise pour rester assorti, ce traitement modifiera cette couleur de façon permanente. Impossible de revenir en arrière sans décaper jusqu'au bois nu. Ça durcit aussi plus lentement par temps froid. Sous environ 45 degrés Fahrenheit, autour de 7 Celsius, la polymérisation ralentit fortement. Si vous l'appliquez à la fin de l'automne dans un climat froid, l'huile peut rester collante une semaine ou plus, en attendant assez de chaleur pour finir de durcir. Appliquez-la à la fin de l'été ou au début de l'automne, et vous évitez complètement le problème. Sur les bois durs, très denses et peu poreux, teck, ipé, bois de fer ou vieux pin de cœur, l'huile pénètre plus lentement, et la première couche peut encore sembler un peu collante au bout de 24 heures. Ce n'est pas un échec. Le bois est simplement plus dense, et le processus prend quelques heures de plus. Attendez un jour supplémentaire avant le test d'essuyage. Même résultat, juste plus lent. Pine, cèdre, chêne, sapin, bois traité sous pression, vieux bois de grange, bois de récupération, tous absorbent exactement comme prévu. Les navires vikings, dont les bordées étaient traités à l'huile de lin, ont traversé l'Atlantique Nord en pleine mer. Ces bateaux ont tenu dans des eaux qui auraient détruit du bois non traité en quelques semaines. Les embarcations égyptiennes, étanchéifiées avec des huiles végétales pressées, ont transporté du grain sur le Nil pendant des générations de familles qui n'ont jamais eu l'idée d'acheter un autre produit. Le vôtre tiendra. La chimie a toujours été là. Dans l'huile, dans le bois, dans l'espace entre les fibres, là où l'eau circulait librement autrefois et où, maintenant, elle ne trouve plus de passage. Il suffisait que quelqu'un s'en serve. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ça marche.